Donc je vais démarrer ce cours en abordant la première couche, la couche physique, pour le transport physique des données, en évoquant tout d'abord une vidéo. Donc je vous laisse la regarder, je vous laisse le lien en description. Il s'agit en fait ici d'un principe assez simple. On va émettre un ou plusieurs rayons lumineux. Donc ici, ce sera des lumières de différentes couleurs, mais c'est simplement à titre illustratif, hein. Et on va les émettre dans de l'eau. Donc l'indice de réfraction de l'eau est un peu plus élevé, il est à 1,3 par rapport à l'air, qui a 1,01 ou quelque chose du genre. Donc en fait, lorsque vous allez mettre un rayon lumineux dans de l'eau, vous allez avoir finalement une interface entre l'eau et l'air qui va être formée, avec un indice de réfraction qui est plus élevé dans l'eau, qu'on va considérer comme étant le cœur, que dans l'air. Par conséquent, lorsque le rayon lumineux va heurter avec un certain angle, ici l'angle n'est pas à 90 degrés mais légèrement penché on va dire, il est inférieur à 90, donc vous vous retrouvez finalement avec une interface RO qui va jouer un rôle à partir d'un certain degré de miroir. Donc vous vous retrouvez finalement ici avec un phénomène de réfraction qui apparaîtra lorsque le rayon lumineux va heurter finalement, de manière assez simple, heurter la surface entre l'air et l'eau. Le rayon lumineux va être repropagé dans l'autre sens. Et il faut imaginer qu'effectivement, on peut avoir deux interfaces qui apparaissent entre l'air et l'eau des deux côtés. Et de ce fait, le rayon lumineux va voyager à l'intérieur de votre eau pour justement se propager sur une certaine distance. Donc ce principe-ci, finalement, c'est le principe de la fibre. Si vous prenez une fibre optique, vous avez un cœur qui est en règle générale d'indice de réfraction plus élevé que le pourtour qui est la gaine. Donc en fait, ici, on se retrouve avec des fibres dites à saut d'indice. C'est la plus simple. Vous avez deux couches différentes qui sont juxtaposées et qui vont, l'une par rapport à l'autre, jouer le rôle de miroir au niveau de l'interface. La fibre à saut d'indice, c'est la plus classique, c'est la plus ancienne, c'est celle qu'on sait faire depuis le plus longtemps. Alors elle présente un certain nombre de défauts, et de ce fait, on est arrivé ensuite à des fibres optiques dites à gradient d'indice, c'est-à-dire que l'interface entre le cœur et la gaine n'est pas régulier. En fait, il est constitué de couches, et c'est en fait dans le cœur qu'on constitue ces couches, en fait. D'accord, ces différentes couches. De sorte que lorsque la réfraction apparaît, finalement, on peut imaginer que la lumière est déviée. Elle est légèrement déviée par couches successives, jusqu'à ce que vous arriviez à la repropager dans l'autre sens, finalement. Donc les différentes fibres à gradient d'indice, il en existe des constantes ou des linéaires, qui sont les plus utilisées de nos jours, a priori. Et enfin, il existe des fibres qui sont extrêmement fines, qu'on appelle des fibres monomodes, qui sont en fait des fibres à gradient d'indice où la finesse est telle que la longueur d'onde qui y passe correspond finalement à la taille du cœur. Donc vous vous retrouvez avec des fibres qui sont extrêmement fines et qui sont maintenant les plus utilisées sur de grandes distances. Alors concernant les fibres, justement, on se retrouve avec des cartes. Là, je vous présente deux cartes concernant les câbles à la fois océaniques ainsi que les câbles terrestres, qui sont ceux divulgués, du moins quand j'ai récupéré la carte. Je vous laisse chercher d'ailleurs l'erreur ici, sur les différentes cartes que vous voyez. Par conséquent, la fibre, c'est quelque chose qui est souvent utilisé de nos jours pour les très grandes distances. Finalement, c'est ce qui constitue actuellement le réseau Internet principal, hein. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus représentée. Et elle est déployée effectivement sur de grandes distances avec de très forts débits, 10 gigabits et plus. On est à des centaines de téras actuellement sur certaines fibres, hein. Avec des débits qui sont très bons, des fiabilités qui sont extrêmement bonnes. La fiabilité, effectivement, il faut imaginer que le photon a une faible sensibilité électromagnétique puisqu'il est, en théorie, du moins d'après les physiciens, il a une charge qui est nulle. Donc la charge du photon est nulle, donc on ne peut pas le dévier d'un point de vue électromagnétique. Donc il y aura des difficultés également au niveau de l'écoute. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, l'émetteur et le récepteur sont spécialisés, mais leur prix baisse au fur et à mesure des années. Donc effectivement, les fibres se sont démocratisées ces 20 dernières années. Le deuxième support qu'on peut étudier, c'est le cœur de cuivre. Alors celui-là, effectivement, on le retrouve sur les réseaux locaux et moyens. Donc sur les locaux, vous avez des gros volumes, 10 gigabits sur ces câbles. Et effectivement, on peut se retrouver avec des débits qui peuvent atteindre 10 GHz, pas loin de micro-ondes. Mais par contre, plus les fréquences sont élevées, et plus la probabilité que le signal soit absorbé est élevée. Là, vous vous retrouvez avec quelques mètres et le câble a absorbé votre signal. Donc on essaye de trouver des protocoles intermédiaires pour essayer de faire passer le signal soit sur plusieurs fils en diminuant la fréquence ou en le faisant passer sur certains niveaux, ce qui est le cas par exemple de l'Ethernet 1 gigabit. Alors sur les MAN, on peut se retrouver avec 10 mégabits sur 5 km, mais le taux d'erreur augmente effectivement, on va avoir des taux plus élevés.
La deuxième manière de transmettre, ce sont les ondes, mais sans support. C'est-à-dire que la lumière, c'est une onde électromagnétique, hein, mais finalement, les ondes n'ont pas besoin de fil pour pas de support. Ou plus exactement, le support, c'est l'air ou le vide, hein. Mais le problème, c'est que la propagation du signal est plus difficile quand vous n'avez pas de support. Il n'y a pas de guide, en fait, pour pouvoir le porter. Et de ce fait, l'énergie qui va être reçue, elle sera au mieux de 1 sur la distance au carré. C'est-à-dire qu'elle va diminuer en le carré de la distance. Et même si vous avez des antennes qui sont dirigées, finalement, c'est une surface. Ça ne sera pas un spot, ça ne sera pas un point, mais ça sera une surface qui va être la surface de réception qui doit être de plus en plus large pour pouvoir justement avoir une bonne écoute. Alors évidemment, le problème sur ce type de support, c'est qu'effectivement, l'écoute est simple, c'est-à-dire que vous avez besoin de protection. On n'a pas oublié le scandale du POEP il y a 20 ans et du WPS plus récemment, mais on a besoin de protection sur le Wi-Fi ou d'autres systèmes pour pouvoir justement avoir une efficacité. Et même dans ce cas-là, vous n'êtes pas à l'abri de collisions, maîtrisées ou non, si d'autres émetteurs sont présents et sur des protocoles différents, mais avec des ondes proches. Alors je ne parle même pas ici des problèmes de cross-modulation, etc., qui peuvent apparaître dans certains cas. Donc on se retrouve à des problèmes à la fois d'écoute, des problèmes de collision, et donc le dépit va dépendre effectivement des plages de fréquences sur lesquelles on est autorisé à émettre, de l'énergie qu'on va utiliser pour émettre. Donc si vous mettez 2000 watts versus 20 watts, eh ben, vous n'aurez pas du tout le même débit. Il y a ensuite du bruit électromagnétique environnant, c'est-à-dire que si vous avez, je prends un exemple, un micro-ondes qui fuit, eh bien dans ce cas-là, votre Wi-Fi marchera moins bien, vous le sentirez, et d'ailleurs, il faut jeter sur votre micro-ondes dans ce cas-là. Et vous avez également d'autres émetteurs qui sont en train de négocier, mais pas forcément avec vous. Alors ces dernières années, le Wi-Fi a pris en compte ces points-là, c'est-à-dire qu'on négocie sur des fréquences différentes, et on auto-négocie avec potentiellement d'autres bornes, mais il fut un temps où ce n'était pas du tout le cas. Alors je vais faire un petit rappel sur les différents échanges point à point, avant de revenir sur le coup principal. Donc ici, je vous rappelle qu'il existe la liaison simplex, où il y a clairement un émetteur et un récepteur. Mais le récepteur ne peut pas accuser réception, par exemple, de ce qu'il a reçu. Donc là, il faudra prendre en compte des protocoles un peu plus sérieux pour pouvoir détecter et corriger les erreurs, bien que cela ne soit pas parfait dans tous les cas. Vous avez la connexion série half duplex, où vous êtes soit en train d'émettre, soit en train de recevoir. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, et deux personnes ne peuvent pas parler en même temps, sinon il y a collision. Plus couramment utilisé de nos jours, c'est le full duplex, la connexion série full duplex. Vous avez un canal pour émettre, un canal pour recevoir. Donc il vous faut au moins 3 fils, ou 2 fils plus une masse pour pouvoir faire ça. Donc ça, ce sont les cas classiques avec, on va dire, un fil ou 2 fils, que vous pouvez bien entendu utiliser en parallèle dans les cas qui sont présentés à droite. L'exemple d'Ethernet, par exemple, vous avez une auto-négociation. Vous avez possibilité de passer de quelque chose qui est de half duplex à full duplex si les équipements supportent le full duplex. Par exemple, le full duplex, vous êtes en Ethernet switché au travers de switch de commutateurs. Vous avez possibilité d'être en full duplex, alors que si vous êtes sur un bus, vous êtes en half duplex. Je rappelle un petit peu que les bus, le principe, c'est que vous avez un support, mais pas pour deux, mais pour plusieurs machines. Donc, une machine et pas deux. Donc, tout le monde entend, tout le monde, au délai de transmission près, c'est-à-dire qu'il y a un certain délai sur le fil. Et bien entendu, il faut pouvoir gérer ici ce qu'on appelle les collisions. Alors il y a pire, il y a le hertzien. Donc là, il n'y a pas de support, plutôt c'est la diffusion générale, et le support dépend de la distance et du bruit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de savoir qui reçoit, à quel moment, tant que vous n'avez pas un protocole fiable entre les différents intervenants. Alors parmi les matériels que vous avez découverts, vous avez le premier qui est le répéteur. Alors un répéteur, c'est simplement un élément qui va répéter le signal soit à droite, soit à gauche, et l'amplifier sur le signal physique. En fait, il va l'amplifier, ils vont le filtrer un peu. Donc on peut vraiment faire des choses qui sont très simples, des ponts de diode pour 3 postes au niveau des répéteurs, qui sont des répéteurs passifs finalement. Concernant les concentrateurs, vous répétez, mais sur les autres liens, vous évitez que le signal se repropage sur le lien de la personne qui a émis. Donc là, on se retrouve avec des concentrateurs. À ne pas confondre avec les commutateurs qui, eux, sont déjà au niveau de la liaison. Les switches, en fait, sont au niveau de la liaison et plus de la couche physique. Attention à ce point-ci. Lorsque vous transmettez vos différents signaux, alors il y a une chose importante, c'est le laps de temps. Le laps de temps sur lequel vous transmettez. Il doit être le même entre l'émetteur et le récepteur. Ça paraît simple, mais d'un point de vue physique, c'est pas si évident que ça. Vous avez des horloges, mais vous avez besoin de vous synchroniser. Il ne faut pas que ce soit 1,00 une fois le même, sinon vous allez avoir des soucis au niveau de la lecture. Donc vous avez besoin de vous synchroniser à l'aide de transitions qui sont suffisamment fréquentes pour pouvoir justement donner un signal à l'horloge de resynchronisation. Ici, on a également le problème du nombre de bits par bout. Donc on peut choisir un certain nombre de symboles. Par exemple, on peut prendre du 0 volt ou du 5 volts.
pour transmettre un seul bit, mais vous pouvez mettre en place un système plus complexe avec du moins 5 volts, plus 5 volts, moins 2,5 volts, plus 2,5 volts, et donc proposer finalement ici, en plus du 0 volt, 5 signaux différents. Donc 2 en voltage positif, 2 en voltage négatif, et enfin 1 à 0. Ce que fait par exemple ici l'Ethernet 1 gigabit. Donc il faut bien distinguer les bits par seconde du type BO, nombre de changements de symboles par seconde ici. Alors je vais présenter ici des codages en bande de base, qui sont des codages où finalement le voltage ou les différents niveaux de voltage ou alors les transitions entre voltages vont avoir un rôle sur la transmission des bits d'information. Je vais partir d'un codage dit tout ou rien, où je transmets à deux niveaux de voltage, 0 volt et plus 5 volts par exemple, l'information. Donc le 0 sera pour moi le circuit ouvert. Donc j'ai 0 volt dans le cas d'un circuit ouvert, et donc je vais transmettre un bit à 0. Dans le cas d'un circuit fermé, par exemple à 5 volts, je vais transmettre information bit à 1. Donc circuit ouvert, bit à 0, circuit fermé, bit à 1. Alors, ce système a été souvent utilisé, mais il pose un problème, c'est que si vous avez une absence de signal, vous ne savez pas si c'est dû à une série de zéros ou simplement parce qu'il n'y a pas de signal. Donc il faut être capable déjà de distinguer l'information suite de 0 et absence de signal. Alors, sur les suites de 0 assez longues ou même les suites de 1, on a un problème, c'est le problème de l'horloge. On est dans l'incapacité de se resynchroniser, ou du moins on aura une difficulté si la suite de 0 ou la suite de 1 qui est transmise est trop longue. Vous avez un signal qui est continu, soit à plus 5 volts, soit à 0 volts, et donc de ce fait vous allez vous retrouver avec une suite qui ne vous permet pas de savoir si à 1000 ou 1001 bits à 0, si jamais l'horloge a tendance à dévier. Un dernier point, le troisième point que je vais évoquer ici, c'est le courant continu induit. Imaginez que vous transmettiez une suite de 1, vous avez un courant à 5 volts. Et par conséquent, si vous transmettez un courant continu, oui, ça va chauffer dans votre fil, donc vous allez avoir des pertes d'énergie. Et qui dit perte d'énergie, dit perte potentiellement d'informations sur des longues distances. Il y a un autre problème, c'est le courant continu moyen induit. Si vous transmettez des séries de 0 et de 1 avec finalement des valeurs à 0 à 1 qui sont équiprobables, vous allez avoir entre 0 et 5 volts finalement quelque chose qui est de l'ordre de 2,5 volts. Donc même dans ce cas-là, vous allez avoir finalement un courant continu moyen induit par votre signal qui est présent et qui va donc faire chauffer votre fil. Donc vous allez avoir également des pertes. Vous faites chauffer votre fil ici et donc vous perdez en énergie et donc en signal. Pour pallier un peu à ces problèmes, je vais vous présenter un deuxième système qui est le Never Return to Zero, le NRZ, qui va vous donner par exemple du moins 5 volts dans le cas d'un bit à 0, du plus 5 volts dans le cas d'un bit à 1, et sinon, dans le cas d'un circuit ouvert, vous dit finalement il n'y a pas de transmission. Donc là, on a un avantage, c'est qu'il n'y aura pas de courant induit. Déjà, on sait que finalement, en moyenne, sur des bits à 0 et à 1 aléatoires, le courant induit moyen, il sera quasi nul. Ça, évidemment, ça dépend de la probabilité d'émettre ces informations-là, mais on peut toujours mixer avec un padding pseudo-aléatoire. Je ne rentre pas dans les détails ici. Alors, on peut se poser ensuite la question de la polarité. Qu'est-ce que la polarité? Si par exemple je passe dans un amplificateur dit inverseur, les plus 5 volts deviennent des moins 5 volts et inversement. On se rend compte que dans ce cas-là, le signal qu'on a dépend de la polarité. Les 1 deviennent des 0 et les 0 deviennent des 1. Ça pose problème. Donc si on inverse à un moment donné le signal, on se retrouve avec quelque chose qui est désormais inversé en termes de sens et donc pas cohérent. Donc là, le problème, c'est qu'on est dépendant de la polarité. On peut ensuite se poser la question des suites de 0, de longues suites de 0 ou de longues suites de 1. Alors le problème se pose à nouveau, c'est le problème de l'horloge. On va avoir du mal à se resynchroniser si vous avez de longues suites de 0 ou de longues suites de 1 qui sont transmises par défaut. Je vais passer désormais au troisième codage, qui est un codage aussi assez simple, c'est le codage dit bipolaire. Alors par rapport au codage qui est tout ou rien, on va rajouter une contrainte sur la transmission de 1. On va demander à ce que entre deux 1, qu'ils soient successifs ou non, vous ayez une inversion de voltage. Par exemple, entre ce premier 1 et ce deuxième 1, le voltage est passé de plus 5 volts à moins 5 volts. Et le troisième 1, de ce fait, devra passer à plus 5 volts, puisque le deuxième était à moins 5 volts. Alors désormais, on a un avantage, c'est qu'on est indépendant de la polarité. On peut effectivement inverser ce signal dans un amplificateur inverseur, et vous retrouvez avec la même information.
Au niveau de l'horloge, sur des séries de 1, on n'a pas de souci particulier puisqu'il y a des transitions. Mais sur des longues séries de 0, on a encore le même problème, à la fois d'horloge et à la fois de présence de signal. On ne sait pas le distinguer de la suite de 0. Concernant le courant induit, en moyenne, il est nul. En fait, si on regarde un petit peu, plus 5 volts, moins 5 volts, les alternances font qu'en moyenne, vous allez avoir un courant induit qui est nul. On va passer désormais à des codages un peu plus complexes, où on utilisera non pas les niveaux de voltage, mais les transitions entre voltages. Alors ici, je vais parler du codage biphasé, du codage de Manchester classique. Il existe le Manchester différentiel, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. Comment fonctionne le codage de Manchester? L'idée, c'est qu'on va utiliser des transitions en milieu de période, il faudra les délimiter, pour pouvoir coder l'information. Donc si vous avez un front montant, c'est-à-dire une transition montante en milieu de période, vous codez un 0. Si vous avez un front descendant en milieu de période, vous codez un 1. Ce qui veut dire qu'entre deux 1 successifs, il va falloir devoir remonter. Alors ça sera fait en fin de période, mais ça ne code pas, pour pouvoir ensuite redescendre lors du deuxième 1. Donc de la même manière, si vous avez deux 0 successifs, qui vous donnent deux fronts montants, il va falloir entre le premier et le deuxième 0 redescendre pour pouvoir coder votre deuxième 0 en remontant. Alors là, vous avez une conservation de l'horloge puisque vous avez forcément un front soit montant, soit descendant en milieu de période. C'est obligatoire. Alors, conservation de l'horloge, oui, mais par contre, vous n'êtes pas indépendant de la polarité. Et un deuxième problème que vous allez avoir, c'est que vous avez un spectre de fréquence très large parce que vous allez devoir changer très régulièrement. Par exemple, vous allez devoir remonter quand vous avez deux suites de 1 ou deux suites de 0, ce qui vous donne finalement une fréquence assez élevée. Les Ethernet, par exemple, en base 10, utilisent justement le codage de Manchester. Les tokens Ring, token bus utilisaient le Manchester différentiel, dont je ne parle pas ici. Mais vous allez retrouver ce signal justement dans le cas de l'Ethernet le plus simple, branché sur un hub. Alors on peut mieux faire. Donc ici je vais vous parler du codage de Miller, qui est un codage relativement simple, un peu plus compliqué du point de vue électronique à détecter, mais relativement simple d'un point de vue théorique. L'idée c'est que si vous avez un front en milieu de période, dans l'intervalle, vous allez coder un 1. Si vous n'avez pas de front en milieu de période, vous allez coder un 0. Donc ici, on se rend compte qu'on n'a pas de front en milieu de période sur le 0 qui est ici. On a un front en milieu de période pour les deux 1 qui suivent. Et enfin, pour les deux 0 qui suivent, vous n'avez pas de front en milieu de période. Mais la règle qui apparaît, c'est qu'entre deux 0, pour qu'il y ait une transition régulière, entre des 0, on va obliger à avoir un front entre le premier et le deuxième 0, et entre le deuxième et le troisième, par exemple, s'il y avait 3 0 successifs, en fin de période du deuxième ou du troisième. Donc ici, entre ces deux 0 successifs, j'ai un front en fin de période qui ne code pas, mais qui est là pour assurer une transition, à la fois au niveau de l'horloge, mais également au niveau du spectre de fréquence. On se rendra compte que le spectre de fréquence de Manchester, en fait, il génère des fréquences beaucoup plus faibles, environ 2 fois plus faibles, et donc il a tendance à mieux se propager dans le fil. Vous allez me dire en quoi c'est utilisé en réseau. En fait, on retrouve ce codage par exemple sur les disquettes, les anciennes disquettes. Ça, c'est un codage qui était fréquemment utilisé pour les disquettes. On l'a eu en hypothèse, il n'a pas été utilisé par la suite. Je vais vous parler du codage qui est utilisé en 100 mégabits juste après. Mais il n'a pas été utilisé effectivement sur les réseaux Ethernet, du moins sur les réseaux qu'on utilise de nos jours. Allez, je vais vous parler du système qui est utilisé de nos jours en Ethernet 100 mégabits, qui est quand même le protocole le plus couramment utilisé. Alors je vais vous présenter ici un système à 3 niveaux. Donc vous avez du moins 5 volts. Alors en fait c'est du moins 2,5 volts, mais je vais dire moins 5 volts pour que ce soit plus simple. Vous avez donc 3 niveaux, moins 5 volts, 0 volts et plus 5 volts. Et lorsque vous avez une série de 0, vous allez rester sur le même voltage. Donc vous restez en transition sur, par exemple, plus 5 volts si vous êtes sur ce plateau-ci. Mais si vous avez un 1, vous allez changer de voltage, vous allez passer par différents niveaux à, par exemple, de moins 5 volts à 0 volts, puis ensuite de 0 volts à plus 5 volts, et alterner en repassant à chaque fois par le 0 volt. Vous allez me dire, effectivement, utiliser aux 3 niveaux plutôt que 2, c'est pas idiot, ça permet effectivement de coder plus d'informations. Mais le problème ici, c'est que sur les suites de 0, vous allez avoir un problème de synchronisation et également un courant continu qui va être généré si vous restez bloqué, par exemple, sur du plus 5 volts. Vous allez avoir un souci, en moins 5 volts, c'est le même problème.
Par conséquent, on va mixer, et là je fais une aparté sur le cours de codage, on va mixer finalement le code qu'on utilise avec un système d'encodage qui garantit d'avoir un certain nombre de 1 pour assurer des transitions récurrentes à certaines positions. Alors je prends un exemple ici. Si vous envoyez 4 bits d'information, vous allez utiliser non pas des mots de 4 bits, mais des mots de 5 bits. C'est-à-dire que pour 4 bits d'information, 4B, vous allez utiliser un codage dit 5B. Donc vous allez envoyer des séries de 5 bits qui sont bien choisies, afin d'éviter d'une part les séries de 0, afin également d'avoir des transitions récurrentes régulières, et générer des fréquences qui sont suffisamment faibles pour être supportées sur le fil, dans le cas des signaux les plus standards. Alors ici, effectivement, on fait appel à des techniques de codage. Et ce système-ci, par exemple le 4B5B et le MLT3, c'est ce que vous avez exactement sur l'Ethernet en 100 bases TX. Mais pour envoyer 100 mégabits par seconde, en fait, vous êtes obligé d'envoyer des symboles à 125 mégabits. Donc vous envoyez finalement des données de 5 bits pour encoder des valeurs de 4 bits. Donc vous les envoyez à une vitesse qui est 5 quarts des données binaires que vous voulez transmettre. Alors petit aparté sur le 1000 base T, c'est-à-dire l'Internet en 1 gigabit, il fonctionne un peu sur le même principe, mais au lieu d'utiliser un seul canal, vous allez utiliser 4 fils, 4 canaux en parallèle, avec finalement ici 8 bits d'information qui sont transmis à 125 mégabits par seconde.